Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute le CDI, la plateforme interactive et multimédia signée Philips. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous reparler. Non, aujourd'hui nous allons aborder celle qui lui succéda dans sa périlleuse mission. Trois hommes furent à l'origine de cette nouvelle console. Robert J. Michal, Dave Needle et David Morse. Ces vétérans du monde de la micro-informatique avaient notamment travaillé à l'élaboration de l'Amiga. Mais toujours plein d'entrain, les deux premiers commencèrent à élaborer, sur une serviette de restaurant, un tout nouvel hardware révolutionnaire. Afin de soutenir cet effort, les trois amis quittèrent Epix pour fonder leur propre société, New Technology Corp. Arriva alors un quatrième homme du nom de Trip Hawkins, ancien de chez Apple et fondateur d'Electronic Arts, une personnalité on ne peut plus influente dans le milieu du jeu vidéo. En 1991, tout en restant chez Electronic Arts, Hawkins décida de fonder la société San Mateo Software Group, qui deviendra par la suite 3DO. Son idée était simple, créer un standard de console, comme l'avait fait IBM pour les PC, afin d'en vendre les licences aux fabricants d'électronique. Son nom fut d'ailleurs choisi pour coller au mieux à cette ambitieuse idée. Après l'audio, la vidéo, ce fut donc le nom de 3DO qui fut retenu et qui devait imposer ce nouveau standard du média jeu vidéo. Suite à cela, Hawkins approcha la société New Technology Group dont il connaissait déjà les créateurs. Il fut alors décidé de fusionner les deux sociétés afin de finaliser la conception du hardware de la future console. Electronic Arts prit également des parts dans la société, ce qui expliquera par la suite le nombre important de titres de cet éditeur sur cette plateforme. Du fait de son fonctionnement par licence, plusieurs fabricants sortirent leur version de la console. Parmi eux, citons Panasonic, Goldstar, Samsung et Sanyo. Et de tous ces constructeurs, Panasonic s'avéra le plus actif avec deux grands modèles de 3DO, la FZ1 et la FZ10. Le principe de licence partait d'une bonne idée, mais s'avéra peu approprié au monde du jeu vidéo. En effet, le cercle vertueux d'une console commence par la vente massive de celle-ci, ce qui entraîne un intérêt des développeurs, qui multiplient ainsi les titres et augmentent l'intérêt pour la console. Ce qui explique pourquoi la plupart des consoles sont vendues à perte, les constructeurs espérant gagner de l'argent sur la vente des jeux. Mais cette situation n'était guère envisageable avec la 3DO. Car pour le coup, les fabricants comme Panasonic espéraient gagner de l'argent sur la vente de leurs machines, ce qui fixa le prix de celle-ci bien au-dessus de celui en norme sur le marché. Une situation d'autant plus regrettable que ce hardware était alors l'un des tout meilleurs dans le domaine. Au centre de celui-ci, on y trouvait l'ARM60, un microprocesseur RISC 32 bits cadencé à 12,5 MHz. Un CPU qui se distinguait de ceux de Motorola ou Intel, beaucoup plus répandus. Il était secondé d'un coprocesseur mathématique pour les calculs en virgule flottante. Une chose encore rare à l'époque, mais déterminante pour le calcul de 3D précise. La partie graphique était, elle, assurée par deux coprocesseurs, nommés Clio et Madame, cadencés à 25 MHz et dotés d'un mégaoctet de mémoire vidéo. Animant entre 9 et 16 millions de pixels par seconde, ils étaient capables de gérer une résolution maximale de 768 par 576 en entrelacé avec une palette de 16 millions de couleurs. Enfin, un DSP était dédié au son et la mémoire se trouvait pourvue de 2 mégaoctets. Les deux innovations majeures de la 3DO venaient de 36 canaux DMA ultra rapide et d'une segmentation de l'écran en cellules. À l'instar de l'Amiga, la première, le Direct Memory Access, permettait au coprocesseur d'accéder directement aux données et à la mémoire vive sans validation du microprocesseur, ce qui faisait alors gagner un temps considérable. La seconde représentait une approche originale permettant de faciliter la manipulation en perspective et donc de réaliser de la 3D plus facilement. Chaque cellule pouvait en effet être zoomée, déplacée, tournée, texturée ou avoir sa propre lumière. À l'instar du CDI, la 3DO pouvait également lire des photos CD ainsi que des films sur vidéo CD avec l'aide d'une carte d'extension. De son côté, Creative Labs sortit même une carte pour IBM PC permettant de jouer aux jeux 3DO. Mais comme toute bonne console, l'intérêt principal de la 3DO résidait justement, avant tout, dans ses jeux. Malheureusement, cette console possédait peu de jeux de qualité et la sortie de la PlayStation scella définitivement le destin de la 3DO. La malchance se poursuivit avec le projet M2 qui était destiné à devenir le successeur de la 3DO. Architecturé autour d'un PowerPC, le processeur graphique qui l'accompagnait intéressa fortement Sega dans un premier temps en vue de concevoir une remplaçante à la Saturn.
Mais un problème de fabrication réduisit les capacités de la puce lors de sa démonstration, ce qui amena Sega à aller voir ailleurs pour élaborer sa future Dreamcast. La M2 ne vit finalement jamais le jour en tant que console, mais son hardware fut employé par Konami pour certaines de ses bornes d'arcade. Le travail effectué par Robert J. Michael et Dave Needle était remarquable à plus d'un titre et ne fut pas la cause de l'échec de cette console, car ce fut surtout le manque de titres majeurs et un coût trop élevé qui l'empêchèrent d'acquérir la popularité. Il est à noter que les deux hommes furent aussi à l'origine d'une autre console n'ayant pas su trouver son public. Mais ça, c'est une autre histoire.